68% des condamnations à mort prononcées entre 1973 et 1975 l'auraient été à la suite d'erreurs préjudiciables. Soit 7 condamnations sur 10 auraient été faites dans de mauvaises conditions, comme par exemple dissimulation de preuves. En 1999, au Texas, un homme de 27 ans, Carlos de Luna, a été exécuté après avoir commis un meurtre en 1989. 23 ans plus tard, une enquête a été menée, un rapport de 800 pages a été rédigé par un expert et ses élèves en droit et a révélé de terribles erreurs dans la procédure judiciaire. Carlos de Luna avait un sosie. Il a donc été condamné et exécuté à la place d'un autre. Est-ce cela rendre la justice ? Quel est notre devoir, à nous, la jeunesse d'aujourd'hui ? Rester indifférent ou bien contribuer à l'abolition universelle de la peine de mort ? Cette lutte sera longue et rude, nous en sommes conscients. C'est pour cela que nous devons tous prendre part à cette cause. Éradiquons totalement la peine de mort afin qu'elle ne soit plus qu'un lointain souvenir dans nos pensées. Si je vous dis esclavage, à quoi cela vous fait-il penser ? Beaucoup d'entre nous auront l'image de la traite négrière du commerce triangulaire d'il y a 400 ans. Et pourtant, ces dernières années, Adama, qui parle plusieurs langues et qui a longtemps travaillé dans l'hôtellerie, décide à 34 ans de quitter le Sénégal, son pays d'origine, et d'aller en Europe pour refaire sa vie. Adama part donc avec l'aide de passeurs pour le Mali, se retrouve au Niger, puis à Saba, dans le sud de la Libye. Là-bas, il est fait prisonnier par ses propres passeurs et enfermé dans un garage avec des centaines d'autres Africains, y compris des enfants. Les passeurs demandent à leurs otages d'appeler leur famille pour exiger le paiement de rançon. Adama en témoigne en disant « On te frappe, on te maltraite, pendant que tu appelles au téléphone. Tu es aussi frappé pour que tes parents entendent tes cris. Ils nous frappent pour qu'on envoie de l'argent. » Adama est malgré tout mieux traité que bien d'autres. Comme il parle plusieurs langues, il sert d'interprète aux passeurs qui finissent par le libérer. Il constate alors que des Guinéens, des Ghanéens, des Nigériens sont forcés à travailler sans salaire dans des plantations pendant des mois, avec des conditions sanitaires déplorables, avec seulement un repas par jour. Certains migrants qui se trouvaient dans l'incapacité de réunir une rançon ont été tués ou affamés, avant d'être remplacés par d'autres migrants achetés. Certaines femmes ont également été achetées avant de servir d'esclaves sexuels. Adama fait partie des personnes plus ou moins dites chanceuses. Grâce à ses qualifications, il a pu s'en sortir vivant. Mais ce n'est malheureusement pas le cas de la plus grande partie d'entre eux. Des milliers de migrants transitent par la Libye ou le Niger et sont vendus sur des marchés aux esclaves. Ils enlèvent à un être humain ce qu'il a de plus cher, sa liberté. On lui considère alors comme appartenant à une personne qui le fait souffrir et le force au travail, au point que sa vie ne devient plus qu'une question de survie. Alors que dans beaucoup d'autres pays, l'esclavage a été aboli à la fin du XVIIIe, la Libye, elle, a dû attendre la fin du XIXe. Il existe des conventions des droits de l'homme qui défendent la liberté physique, le droit à la vie, l'interdiction de l'esclavage, l'interdiction de la torture et des peines inhumaines. Mais que sont ces morceaux de papier si rien ne peut être fait pour ce qu'elles sont censées protéger ? L'esclavage est considéré par beaucoup comme un vestige d'un passé auquel ils ne préfèrent pas penser. Mais la dure réalité est que c'est un fait actuel trop souvent ignoré. Tolérer un crime que le monde a aboli, n'est-ce pas quelque part rétablir ce même crime ? Le manque d'accès à l'hygiène, le manque de nourriture. De plus, des dispositifs anti-SDF ont été mis en place par les mairies. Des dispositifs qui ont pour but de rendre inconfortables les espaces occupés par les SDF. Exemple, à Paris, des douches froides ont été mises en place sous un magasin pour les empêcher de dormir. Ou encore, des pics ont été installés au sol pour les empêcher de dormir au sol. Chaque année, les SDF meurent dans les rues. 2000 décès. Des hommes, des femmes, des enfants. Excusez-moi, je me suis trompé. Meurent de faim et de froid, d'hydratation, ou sont victimes d'agressions physiques ou de viols. Les SDF peuvent être des jeunes, des familles qui n'ont pas les moyens d'accéder à un logement.
Alors comment pouvons-nous les aider? Pour cela, il faudrait, dans un premier temps, les voir comme des vraies personnes. Ils sont eux aussi des êtres humains comme nous, peut-être avec plus de problèmes sociaux et financiers, mais ils restent avant tout des hommes ou des femmes. Nous pouvons ensuite les aider en participant à des œuvres caritatives ou à des associations qui collectent de la nourriture et des vêtements, comme a fait Marie-Paul Ramette, responsable des Restos du Cœur. Elle a permis en 2017, 2000 bénéficiaires qui ont pu être accueillis. Et à mi-juillet, 1400 personnes. Alors si une femme a réussi à changer les choses, alors nous tous, réunis dans cette salle, nous pouvons le faire. Notre rôle en tant que citoyens est de parler et d'énoncer à nos élus pour qu'on lutte plus efficacement contre la pauvreté, pour qu'on partage davantage les richesses, pour qu'on donne à ces personnes une chance de s'en sortir. Filles ou garçons, âgés de 7 à 18 ans, ils sont tous recrutés par des forces armées gouvernementales ou rebelles, servant de combattants, de cuisiniers, de messagers ou encore d'esclaves sexuels. Pourquoi recruter des enfants? Ils sont plus dociles, plus obéissants, plus inconscients face au danger, également plus faciles à manipuler que les adultes. Si certains se portent volontaires dans l'espoir de survivre et d'être nourris, d'autres sont forcés, enlevés et frappés jusqu'à ce qu'ils se soumettent. Et que font les parents? Les parents, certains vivant dans la misère, envoient leurs enfants dans l'espoir qu'ils soient nourris et logés. Ces enfants cachent une dure réalité. Qu'ils soient témoins des conflits ou forcés d'y participer, ils font partie des victimes. Réduits à la servilité, violentés, abusés sexuellement, exploités ou encore blessés, ils sont privés de leurs droits et de leur jeunesse, repartant avec de lourdes séquelles physiques et psychologiques quand ils ne sont pas tués. Marc a été enlevé et retenu pendant 3 mois par un groupe armé. On m'a pointé une arme dessus. J'avais très peur, j'ai cru qu'ils allaient me tuer. Après des entraînements basiques, il dut participer à des attaques. On nous faisait tuer, je n'avais pas le choix. J'ai vu des gens mourir et ça m'a marqué. J'avais l'impression de devenir fou. Des témoignages comme celui-là, il en existe beaucoup d'autres. Malgré que l'UNSF et ses partenaires travaillent sur la libération et la réinsertion de ces enfants, ce n'est pas suffisant. Depuis 1998, ces actions ont permis à plus de 100 000 enfants d'être libérés et de retrouver leur communauté. Pas seulement en République centrafricaine, mais dans 15 autres pays affectés par des guerres. Il reste cependant plusieurs dizaines de milliers d'enfants, encore impliqués de manière directe ou indirecte dans des conflits armés. Le sujet des enfants soldats est trop peu entendu de mon point de vue. Certains n'imaginent pas les atrocités et actes inhumains que subissent ces enfants, qui devraient pourtant être destinés à profiter de leur jeunesse. Selon Vision du Monde, même lorsqu'ils seront sauvés, ils ne pourront jamais oublier ce qu'ils ont vécu, et soyeront probablement pour les actes qu'ils ont commis, même sur obligation.